Bonsoir, dans l'actualité ce soir, inauguration ce mercredi du nouveau bâtiment qui va abriter le ministère de la Justice, une manière d'offrir un cadre idéal de travail à l'administration centrale de la justice. Et puis nous irons à Kindia avec l'ouverture des travaux de la retraite des administrateurs territoriaux. La rencontre de Kindia vise à évaluer la pratique de la bonne gouvernance territoriale. Enfin, dans la rubrique rétrospective des sujets de l'année, nous vous ramenons ce soir sur les faits marquants du secteur de la santé publique. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, ces deux décrets. Décret de 2017-334, PRGSGG porte en nomination des membres du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Madame Mariama Kamara, directrice générale de la Société guinéenne de palmiers à huile, DVA Sogipa, est nommée ministre de l'Agriculture. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 27 décembre 2017, professeur Alpha Condé. Décret de 2017-335 PRGSGG portant nomination d'un haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République décrète. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, M. Nabi Youssouf Kiridi Bangura, cumulativement à ses fonctions est chargé de la coordination des réformes et des programmes de développement du secteur rural. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 27 décembre 2017, professeur Alpha Condé. Comme annoncé dans les titres, Conakry, inauguration ce mercredi à Conakry de la nouvelle chancellerie. Il s'agit pour les initiateurs de ce projet d'offrir un cadre idéal de travail à l'administration centrale de la justice. C'est un bâtiment R+4 construit par la société Guico Press SA, coût de réalisation plus de 4 milliards de francs guinéens. C'est le chef de l'État qui a présidé la cérémonie inaugurale. Mohamed Lamine Souma du bureau de presse de la présidence. Les conditions de travail des fonctionnaires du siège du ministère de la Justice vont s'améliorer. Ce nouveau bâtiment R+4 offre à cet effet un cadre de travail plus confortable, doté d'équipements de qualité. Une nouvelle chancellerie construite avec une architecture moderne très attrayante. Coût de réalisation, plus de 4 milliards de francs guinéens, entièrement financé par le budget national. Les travaux ont été exécutés par une compétence locale à la personne morale de la société Guico Press SA. À mon nom personnel et à celui de l'ensemble des travailleurs de notre entreprise, j'aimerais vous faire part de la fierté qui m'anime en tant qu'entreprise guinéenne de contribuer à la construction de notre cher pays. Cette cérémonie d'inauguration du siège du ministère d'État chargé de la justice, réalisée par notre filiale Guico Press BTP, est pour nous l'occasion de remercier la politique initiée et menée par le professeur Alpha Condé, président de la République, qui non seulement s'emploie à doter notre pays d'infrastructures de qualité, mais aussi fait confiance aux compétences locales afin de relever les défis de notre développement. Les caractéristiques techniques de la nouvelle chancellerie, qui vient ajouter son éclat à l'image de Conakry, dispose des caractéristiques particulières. Le ministère de la Justice, flambant neuf et exprimant toute sa transparence par ses couleurs de gamme blanche variées, symbole sacré de la justice. Cet immeuble, bâti en R+4 avec mezzanine, inscrit au sol la jonction de deux segments rectilignes que nous avons appelés aile gauche et droite de l'observateur, regardant les façades de rue par une circonférence dont la médiane passe sur l'axe de symétrie de l'ouvrage. Il est composé de 5 niveaux superposés dont le couronnement est exécuté en dalle à corps creux
et couvert en bac 6/10 pré-laqué sur charpente métallique, traité au minimum de plomb, avec possibilité d'accès pour divers services d'entretien courant. Pour le ministre d'État en charge de la justice, cet autre geste du président de la République est la manifestation de son engagement à renforcer l'état de droit en Guinée. Je me réjouis que nous soyons aujourd'hui rassemblés autour de vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour inaugurer ensemble ces magnifiques locaux, la nouvelle chancellerie, votre beau cadeau de fin d'année 2017 à la famille judiciaire. Mais bien entendu, j'en suis conscient, il faut le mériter. L'image que renvoie la nouvelle chancellerie est en effet celle de l'innovation, celle de l'expertise de pointe. N'est-ce pas là, Monsieur le Président de la République, un symbole éloquent de la cohérence de votre démarche tendant à l'édification d'un état de droit dans notre pays, chose pour laquelle vous êtes toujours battu quand vous étiez encore dans l'opposition, soit pendant 40 ans. Vous avez en effet souligné que la justice est une institution fondamentale de la République, celle qui lui donne son sens et sa grandeur, et qu'elle est un élément incontournable de la démocratie et de la citoyenneté. Ces mots sont de vous, Monsieur le Président de la République. Sans justice, avez-vous précisé, il n'y a pas de société de paix et de sécurité, pas de société solidaire, pas de société responsable et de société fraternelle. Voilà qui justifie la réforme de la justice entreprise par le gouvernement à votre initiative, Monsieur le Président, en mars 2011, soit seulement 3 mois après votre avènement à la magistrature suprême du pays. Ça aussi, c'est un symbole. Dans d'autres pays d'Afrique, on attend plusieurs mois, voire même 1 an ou 2 ans. Vous l'avez fait 3 mois après votre installation. Le président Alpha Condé a saisi cette occasion pour réaffirmer son attachement à la consolidation de la justice et à l'instauration d'un véritable état de droit en Guinée. Aujourd'hui, c'est un symbole, parce que pendant longtemps, le ministère de la Justice a été hébergé par la Cour d'appel, ce qui est une anomalie totale, car ça voulait dire qu'il n'y a pas d'indépendance de la justice. En tout cas, si la chancellerie se trouve avec la Cour d'appel. Donc, l'inauguration aujourd'hui met fin à cette anomalie. Mais ce n'est pas étonnant, je vous ai dit lorsque j'ai été élu, que j'ai hérité d'un pays, pas d'un État. L'État suppose qu'il y a une administration, un service d'ordre performant et une justice performante. La justice est fondamentale, comme a dit le ministre, dans un pays, tant pour les citoyens que pour les investisseurs étrangers. Et nous savons tous dans quelle situation était notre justice, et pas seulement notre justice, l'État, les services d'ordre, etc. Donc la tâche fondamentale était de doter la Guinée d'un État, ce qui n'est pas très facile, c'était un processus. Depuis 2011, nous sommes donc attelés à la transformation de la justice guinéenne qui aboutit à la création du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a eu beaucoup de progrès, mais, Monsieur le Président, il reste encore beaucoup à faire, car la lutte contre la corruption doit continuer. Beaucoup de juges ont un comportement qui n'est pas digne de leur rôle qu'ils portent, du serment qu'ils ont prêté. Vous avez parlé de l'indépendance de la justice par le pouvoir politique. Vous avez oublié un point important, c'est l'indépendance à l'égard du pouvoir d'argent. Beaucoup de vos magistrats rendent des jugements scandaleux. Je viens de l'intérieur, partout les gens se plaignent des jugements rendus parce que les gens ont payé. Donc il ne faut pas seulement parler de l'indépendance à l'égard du pouvoir, mais aussi à l'égard du pouvoir de l'argent. Les deux vont ensemble. Et je crois que vous avez oublié cela, Monsieur le ministre. Peut-être comme vous êtes avocat, vous avez voulu protéger vos amis, en oubliant aussi qu'il y a la corruption face à l'argent. C'est vrai que donc, nous avons fait un autre chemin, mais il reste encore beaucoup à faire. Je dis toujours qu'il ne s'agit pas de s'enorgueillir de ce qu'on a fait, mais de ce qu'on doit faire. Mais ce qu'on a déjà fait beaucoup.
Certains bavards s'agitent. Non, bavard pas, on ne s'agite pas, on construit, on transforme le pays. C'est ça que le peuple attend de nous. Aujourd'hui, nous avons franchi un certain nombre d'étapes qui peut permettre à la Guinée d'aller plus vite. Avant d'être président, vous étiez ministre des Finances, M. Diaré. Vous étiez d'abord directeur du budget, je crois. Et vous savez dans quelle situation nous avons trouvé ce pays. La Guinée n'a jamais pu mener à bout un programme. C'est la première fois que nous avons pu mener à bout un programme avec le Fonds monétaire. Beaucoup ne croyaient pas, y compris le Fonds monétaire, que nous allons mener ce programme à bout. Aujourd'hui, nous avons un deuxième programme. Nous nous sommes battus pour que ce programme soit différent du premier programme. Car le premier programme ne nous permettait que d'avoir des crédits concessionnels, c'est-à-dire 30 ans, 1,5%. On ne peut pas développer un pays avec du tel crédit. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir des crédits non concessionnels d'un certain montant. Donc, la marche de la Guinée va s'accélérer. Ce bâtiment est un des symboles de cela, mais d'autres viendront. Comme j'ai dit la dernière fois, l'Union africaine a choisi comme thème en janvier investir dans la jeunesse. En tant que président de l'Union africaine, j'ai dit que je suis tenu de donner l'exemple. En décembre, janvier, nous allons donc expliquer à la population tout le programme de la jeunesse et des femmes pour transformer les conditions de vie des jeunes et des femmes, comme nous l'avons promis à Addis Abeba. Le prochain sommet a comme thème la lutte contre la corruption. Et nous avons choisi le président Buhari comme champion pour cette lutte. L'adoption de la loi contre la corruption est un grand pas. Car, qu'on veuille ou pas, la corruption continue à gangréner dans l'administration guinéenne dans toutes ses composantes. Il est extrêmement important donc que nous nous donnons la main pour lutter contre cette corruption, pour permettre aux investisseurs de venir investir en toute confiance en Guinée. Mais cela n'est pas possible si nous ne transformons pas complètement la justice. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de progrès, mais il reste encore beaucoup à faire. Il faut que donc les magistrats nous accompagnent, qu'ils eux-mêmes ils expulsent de leur sein des brigaleuses, afin que les brigaleuses ne déteignent pas sur l'ensemble de la magistrature. Car si vous mettez beaucoup d'arachide dans la bouche, et juste seulement que vous mettez un arachide pourri pour que jetez tout le reste. Donc les quelques magistrats indélicats qui restent encore ne doivent pas tenir l'ensemble, la majorité qui a beaucoup progressé. Mais cela suppose aussi que cette majorité, particulièrement M. Sima, qui est chargé de la discipline au sein de la Conseil de Massy, soyez un peu plus sévère, soyez moins gentil, vous êtes trop gentil, il faut être moins gentil, car là où vous êtes, vous devez être intransigeant et ne pas laisser passer. Sinon, les investisseurs qui viennent aujourd'hui massivement seront découragés, parce que s'ils n'ont pas su d'avoir une justice saine et équitable, évidemment, ils ne seront pas encouragés à investir. Donc, au moment où la Guinée entame la deuxième phase de son développement après le PPTE qui nous a fatigués, il est important que toutes les structures fassent leur travail et accompagnent le gouvernement dans l'œuvre de redressement national que nous avons entrepris. Il ne s'agit pas de bavarder ou de mettre les enfants dans la rue, mais de travailler. Et seul le travail peut permettre à notre pays d'avancer. Et je garantis aux Guinéens que ce travail sera fait, que la Guinée avancera. À Paris, au groupe consultatif, nous n'avons besoin que de 14 milliards. Et à la fin, nous avons obtenu 21 milliards. Ce qui est une grande marge de confiance des investisseurs publics et privés à l'égard de la Guinée. Je rends hommage donc à Mme Kani, qui était ministre du plan, qui a préparé avec les membres du gouvernement ce plan. Et ce succès est d'abord un succès, le succès du gouvernement. Mais nommer les femmes, c'est extrêmement important. Vous voyez ce que les femmes sont capables de faire quand on leur donne des responsabilités sur le ministre d'État. Donc, je suis revenu ce bâtiment pour séparer réellement l'exécutif du pouvoir judiciaire. Parce que l'indépendance, quand il y a la cohabitation, il n'y a pas d'indépendance. La cohabitation amène une certaine confusion. Nous allons faire en sorte maintenant que la Cour d'appel, qui pendant longtemps a abrité, a eu la gentillesse d'abriter la chancellerie, puisse être dotée aussi d'un immeuble aussi moderne. Je prends l'engagement au niveau de la Cour d'appel.
Voilà donc, je ne vais pas faire un discours. C'est juste me réjouir que désormais, vous soyez installés dans vos murs et que vous n'avez plus aucune raison matérielle de ne pas faire votre travail en disant il manque ceci, il manque cela, etc. Maintenant, vous êtes plus au milieu du mur et nous verrons si vous êtes un bon maçon, monsieur le ministre d'État. Merci. Construire pour améliorer les conditions de travail est une très bonne chose, mais bien entretenir les acquis est encore mieux. À présent, cette feuille d'audience du chef de l'État, professeur Alpha Condé, avec le PDG de Al Baraka Holding, une société qui entend s'impliquer dans le domaine du transport urbain. Abdul Karim Condé du bureau de presse de la présidence. Al Bayrak Holding est une société turque qui est venue informer le président de la République, professeur Alpha Condé, de la mise en place à Conakry de métrobus. Ces engins sont capables de transporter par jour 100 000 passagers. Ahmet Al Bayrak, PDG de Al Bayrak Holding. İkinci olarak da bir metrobüs hattı düşünüyoruz. Très grand projet de bus qui s'appelle Métrobus. Ce projet pourra transporter sur la ligne qu'on va construire 100 000 passagers par jour sur 22 km. La Guinée tend à résoudre la crise du transport urbain, notamment à Conakry. Dans le reste de l'actualité, le chef de gouvernement a présidé ce matin à Kindia à l'ouverture des travaux de la retraite des administrateurs territoriaux, une retraite qui vise à évaluer la pratique de la gouvernance en vue de renforcer les capacités des gouverneurs, des régions et des préfets du pays. Ousmane Bangoura. C'est la ville des agréments, Kindia, qui a abrité cette année la retraite des administrateurs territoriaux après celle de la ville Carrefour, Mamou, en août 2015. Pendant 2 jours, les 8 gouverneurs des régions et les 33 préfets du pays seront amenés à la maîtrise des principes et obligations de l'exercice de leurs attributions par un bon management et un leadership de coordination des politiques publiques sectorielles dans leur circonscription administrative. Notre ambition est de transformer progressivement le profil des administrateurs territoriaux en les rendant plus compétents, plus compétitifs et en améliorant de ce fait de manière significative la fourniture des services sociaux de base aux populations qu'ils administrent. Au cours de ces assises de Kindia, les participants vont échanger sur les questions d'intérêt national, telles que le renforcement de la gouvernance territoriale participative en vue de promouvoir le développement territorial et restaurer l'autorité de l'État. Je veux ici rendre hommage à l'action que vous ne cessez de mener dans le cadre de la consolidation de la paix et de la quiétude sociale. Nous connaissons tous la diversité et la complexité du tissu social de notre pays. Par conséquent, c'est avec toutes les sensibilités, toutes les générations, tous les talents que nous devons dialoguer et travailler à la construction d'une nation prospère et en paix avec elle-même. Je reste convaincu que vous poursuivez ce travail de rassemblement, d'unification, de rapprochement des enfants de la Guinée avec abnégation, patience et détermination. Les élections communales du 4 février 2018 seront une occasion nouvelle de jauger notre solidarité face à nos divergences. C'est pourquoi j'invite chacun de vous à s'investir pleinement et efficacement dans le strict respect des limites de vos compétences dans le processus électoral. Cet investissement, chers administrateurs territoriaux, doit se faire sur la base de la préservation des intérêts de la Guinée et des Guinéens. Les recommandations issues de cette rencontre devraient permettre de faciliter l'exercice du contrôle de légalité et aider les gouverneurs de région et les préfets à avoir une bonne compréhension de leur rôle.
Conakry abrite la première conférence du Parlement africain de la société civile. Thème retenu: la société civile africaine face aux défis de la crise migratoire. Du 27 au 29 décembre, les membres de ce Parlement vont essayer de trouver des solutions pour limiter ce phénomène. Mabinti Laïsouma, Mwamben Pati Kamara. Aujourd'hui, pays africains et européens font face à un flux migratoire. Pour limiter ce phénomène sociétal, le Parlement africain de la société civile initie cette conférence. La Guinée abrite ce sommet à cause de l'implication personnelle du chef de l'État dans la gestion de cette crise. C'est surtout nos frères et sœurs africains qui meurent dans la Méditerranée. Donc il est de notre devoir de prendre les taureaux par les cornes, de réfléchir sur la question et trouver des approches de solutions, des résolutions, n'est-ce pas, pour proposer à nos gouvernants afin de trouver une solution adéquate. Ce coup d'envoi aura été riche en discours. Les causes profondes de l'immigration clandestine ont été énumérées. Les ambassadeurs du Maroc et de l'Algérie en Guinée ont rappelé le rôle décisif de leur pays dans la lutte contre ce fléau. Tous ont salué l'organisation de cette conférence. La migration est importante pour non seulement le Maroc, mais pour tous les pays africains. Comme vous le savez, c'est une question transversale qui touche tous les pays déjà et qui touche tous les secteurs. Cette initiative doit se perpétuer. La Guinée doit se réjouir de l'honneur d'avoir abrité la première conférence. Ce partage, c'est une préoccupation de toute l'Afrique. Pendant 3 jours, les participants venus de plusieurs horizons vont se pencher sur les causes et conséquences des migrations. À l'issue de ces travaux, des propositions seront élaborées pour limiter le phénomène. Ces propositions seront soumises à l'Union africaine, l'Union européenne et au secrétaire général des Nations unies. L'actualité nationale sous forme de télégramme. Les images nous proviennent de Mamou avec l'installation du centre de monitoring par la HAC de la société civile qui plaide pour une présence des jeunes sur les listes pendant les élections locales et l'ambassadeur de la Guinée au Kazakhstan qui présente ses lettres de créance. Younoussa Tawel Kamara, Bausman. La haute autorité de la communication poursuit l'installation des centres de monitoring à travers tout le pays. À Mamou, c'est dans la cour de la radio rurale locale que ces équipements sont installés. Des équipements qui vont permettre à la HAC de contrôler le contenu des émissions des médias publics et privés évoluant dans la région de Mamou. Le monitoring est un système permanent, disons, de contrôle des médias. L'objectif principal, c'est de pouvoir capter l'information, l'enregistrer, la stocker et puis pouvoir transférer l'information vers un serveur central pour que les opérateurs de groupe puissent statuer là-dessus et écouter effectivement ce que disent les médias. Cette mobilisation est initiée par le collectif des femmes et jeunes pour la paix et la promotion des acquis de la Troisième République. Ces militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel de la commune de Matoto sont venus réaffirmer leur adhésion au programme de société du professeur Alpha Condé. Nous savons et en sommes convaincus que le professeur Alpha Condé a proposé au peuple de Guinée un projet de société dans lequel est défini le schéma qui préfigure l'émergence, la prospérité dans les segments de la vie socio-économique de notre pays. À un mois des élections communales, la société civile s'active sur le terrain. Au siège du RPG Arc-en-Ciel, ces acteurs font des plaidoyers pour une participation accrue des jeunes et des femmes aux instances de prise de décision. Le bon positionnement des femmes sur les listes électorales, le renforcement de leurs capacités, l'élimination des pesanteurs sociales sur la parité, tout comme la visibilité des fonds au sein des formations politiques sont quelques éléments contenus dans le document de plaidoyer de la société civile. Au niveau des quartiers, au niveau des communes, au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement, la représentativité des femmes et des jeunes est très faible. Et tant qu'on n'inverse pas cet état de fait, le développement va être retardé. Il est important que les couches les plus dynamiques pour le développement d'un pays, à savoir les femmes et les jeunes,
doivent se trouver dans des positions vraiment confortables pour impulser le développement de ce pays. Bangali Diarabi, il est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Kazakhstan avec résidence à Téhéran. Le diplomate guinéen a présenté ses lettres de créance à son Excellence Madame Goldshara Abdi Kalikova, vice-présidente du Kazakhstan. À cette occasion, Bangali Diarabi a rappelé les bonnes relations qui ont existé entre la Guinée et les pays de l'ancienne Union soviétique à laquelle appartenait le Kazakhstan. L'ouverture de cette ambassade est consécutive à la récente visite du président de la République, professeur Alpha Condé, dans ce pays qui détient 10% des réserves mondiales de pétrole. Dans l'actualité également, le chef d'état-major général des forces armées au chevet de ses compagnons d'armes à Liti. Ils sont pour la plupart en traitement à l'hôpital d'Onkai, Niastine, au centre médical du bataillon du quartier général, au bataillon spécial de Conakry et à l'hôpital chino-guinéen. Commandant Mohamed Kassé, il est correspondant de la presse militaire. C'est un programme périodique inscrit dans le plan d'action du chef d'état-major général des armées. Une démarche qui permet au général de corps d'armée Namori Traoré d'être au plus près de ses compagnons d'armes malades alités dans les centres hospitaliers. Une manière de s'informer sur leur état de santé et de leur témoigner sa solidarité d'armes. À partir du moment où un chef laisse son agenda très chargé de se rendre au chevet des malades pour les reconforter, vraiment je suis très content. À plus d'un titre. On est vraiment content. Si tous les chefs le faisaient comme ça, on est vraiment content. Oui, ça nous remonte le moral surtout. Très satisfait de la visite du chef d'état-major général des armées. Parce que ça prouve une fois de plus, malgré son occupation sur le terrain, qu'il a une préoccupation particulière pour les hommes qui sont malades. Une occasion mise à profit par le chef d'état-major général des armées pour inviter les hommes en uniforme de renforcer davantage la fraternité et la cohésion entre les frères d'armes. À quelques jours de la fin de l'année 2017, au nom de Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, chef des armées, et de Monsieur le ministre d'État à la présidence chargée de la Défense nationale, je voudrais saisir l'occasion pour formuler les vœux de prompt rétablissement à tous les militaires et paramilitaires malades. Qu'ils soient rassurés, la ferme volonté du commandement de leur procurer tous les soins nécessaires. Car la volonté de l'état-major général des armées, c'est l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les militaires. Le général de corps d'armée Namori Traoré a en outre visité le centre épidémiologique de l'armée situé au bataillon spécial de Conakry avant de quitter les lieux. Espace Santé encore avec cette journée porte ouverte sur les acquis du projet Stop Palu 2012-2017. Une journée qui a permis aussi de présenter les résultats des indicateurs de l'évolution du paludisme en Guinée. Il en ressort une forte réduction du taux de prévalence nationale à 15%. Safran Tenen Koulibaly, Diamokaba. Considéré de nos jours comme la première cause de morbidité et de mortalité en Guinée, le paludisme est combattu par le ministère de la Santé à travers le projet Stop Palu. Le défi des autorités sanitaires est de parvenir à la préélimination du paludisme à l'horizon 2020. Un objectif soutenu par les États-Unis d'Amérique qui offre 28 millions de dollars pour la continuité du projet. Depuis ma formation, j'ai eu l'expertise de l'expert sénégalais. J'ai rejoint le pool des formateurs. J'ai formé 91 techniciens de laboratoire en Guinée. Et dans mon CMC, je suis la référence en matière de diagnostic biologique du paludisme. En 2016, les mois septembre, octobre, novembre, et mon centre de santé était cité parmi les centres de santé à taux d'incidence élevé en Guinée. Donc la moyenne variait entre 900 à 1000. Et en 2017, à la même période, vraiment ce taux d'incidence est réduit à 250. À travers l'USAID, le projet Stop Palu intervient dans les 5 communes de la capitale ainsi que dans 14 préfectures de l'intérieur du pays.
Les bénéficiaires de ce projet se disent satisfaits. Nous avons distribué plus de 6 millions de moustiquaires à la population guinéenne. Nous avons testé et traité plus de 900 000 cas de personnes. Et en même temps aussi, nous avons formé plus de 1500 personnes sur la prévention et la prise en charge du paludisme. Et on a essayé de disponibiliser les produits. Nous avons impliqué les autorités à tous les niveaux dans la lutte contre le paludisme, que ce soit les élèves, les leaders d'opinion, les artistes. Tout le monde a été impliqué dans la lutte contre le paludisme. Depuis 5 ans, le projet contribue à la réduction du taux de prévalence du paludisme. Ce taux est passé de 44% en 2012 à 15% en 2017. Pour parvenir à ce résultat, plusieurs formations ont été réalisées pour renforcer les capacités des agents de santé. Nous poursuivons la diffusion des sélections de nos séquences fortes de l'année. Ce soir, nous revenons sur les faits marquants du secteur de la santé publique en Guinée avec des avancées chirurgicales et autres acquis en matière de renforcement des capacités opérationnelles des structures sanitaires dans le pays profond. C'est le best-of 2017 de la rédaction. Ils se battent contre les flammes depuis plus de 16 heures. Sapeurs-pompiers, personnel de la pharmacie centrale de Guinée et personnes de bonne volonté conjuguent des efforts pour circonscrire le feu qui consume les stockages de médicaments. Le contenu de 2 magasins de produits sanitaires est réduit en cendres. Les médicaments antirétroviraux et contre le paludisme sont les plus touchés. Nous avons mobilisé, on a perdu le contenu de 2 magasins sur les 3 magasins qui contiennent des produits importants. Et l'heure est aujourd'hui à faire l'état des lieux. Après le constat, les autorités sanitaires et leurs partenaires envisagent des mesures d'urgence. De quoi permettre aux 12 000 personnes vivant avec le VIH-Sida de poursuivre leur traitement antirétroviral. Âgé de 50 ans, Karim Keita a été admis à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne pour douleurs thoraciques, toux légères, fatigue et gêne respiratoire. Le résultat de l'examen du scanner révèle un kyste dans le poumon droit. La seule intervention indiquée est la cystectomie, une chirurgie jamais pratiquée dans cet hôpital. Pour sa réalisation, une équipe médicale mixte de 15 membres est autour du poumon affecté. L'opération est conduite par Dr Wang Yang de la partie chinoise. De 10h à 17h, l'équipe est mobilisée pour sauver la vie du malade et réaliser un exploit médical. On a eu à réaliser des interventions, mais celles qu'on a réalisées aujourd'hui vraiment rehaussent un peu notre niveau de compétence compte tenu de tous les moyens qui ont été mis à disposition par la mission médicale chinoise. Donc la chirurgie thoracique, vraiment aujourd'hui on a un plus. On a un plus à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne et les Guinéens ont un plus. 72 heures après son opération, nous retrouvons Karim Keita. L'opération de la cystectomie a réussi. Il vient de subir son premier pansement. Le service d'ophtalmologie de l'hôpital régional de Farana. Il enregistre pour la première fois sa plus grande affluence. Venus des différentes contrées du pays, les patients comptent bénéficier de la gratuité de la chirurgie de la cataracte organisée par le ministère de la Santé à travers le programme de santé oculaire. Âgé de 72 ans, Mamadou B. Samoura fait partie des 300 patients ciblés par le programme. Je n'ai pas peur d'être opéré puisque je peux retrouver ma santé. Et si l'État me le fait gratuitement, je ne pourrais que me réjouir. Car si c'était moi personnellement, ça allait me causer assez de dépenses. À cause de sa fente labio-palatine incomplète, Oumou Doumbouya a abandonné très tôt l'école. Cette fillette de 12 ans a fui la stigmatisation dont elle est victime dans une cour d'école. Ce matin, Oumou s'apprête à subir une intervention chirurgicale pour restaurer sa fente labiale. L'opération prend 1h30 minutes. Elle nécessite une grande concentration. Dr Karamba et son équipe font par jour 3 interventions de chéloplastie. Une fente labiale, c'est une fissure, c'est-à-dire la lèvre est fendue. Il y a des cas où la gencive qui porte les dents
est fendu, le palais à l'intérieur de la bouche et le voile sont fendus. Donc l'objectif de l'intervention, c'est de restaurer en même temps la fonction et l'esthétique. La chirurgie sur des patients souffrant de bec de lièvre dans cette clinique est gratuite. La Fondation Solidarité Féminine assure leur prise en charge. Inconsolable, cette mère est sans nouvelles de son nouveau-né. Depuis 72 heures, Kadiatou Camara est encore sous le choc après le vol de son bébé. La scène s'est produite dans cette salle d'hospitalisation de la maternité de l'hôpital Niastine. Le vol du bébé de Kadiatou Camara est le deuxième cas enregistré cette année. Dans l'enceinte du service, le flux de visiteurs des mères et leurs nouveau-nés échappe à tout contrôle. Devant les différentes salles d'hospitalisation, aucune garde n'est montée. Nous les avons toujours demandé de nous sécuriser et sécuriser les nouveau-nés et les mamans même. Tout en leur demandant de trouver des militaires qui peuvent rester à la porte à partir de 15h jusqu'au matin. La nouvelle est tombée aux environs de 22 heures la nuit dernière. Autour de la maternité d'Ignasdine, les curieux se mobilisent. Kadiatou Camara a enfin retrouvé son bébé qui lui avait été volé. Ce matin, contrairement aux autres jours de pleurs, la joie illumine son visage et celui de son époux. La jeune dame de 30 ans tient son nouveau-né dans ses bras après 5 jours de séparation. Je suis vraiment contente de retrouver mon bébé. Je rends grâce à Dieu et je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenue dans les moments difficiles et surtout merci à toutes les autorités de la sécurité et les médecins aussi. Enfin, en plus bref et en image, sport, foot, grande fête depuis ce soir à la RTG. L'équipe de football l'Ouragan a soufflé tout sur son passage lors de la deuxième édition du tournoi corporatif des médias guinéens. L'équipe a fini par étouffer la voix de l'Afrique par 1-0. C'est au terme d'une troisième confrontation. Le buteur de cette finale a pour nom Ibrahim Assouri Blaki Touré. La coupe est saluée ici par le directeur général de la RTG et les journalistes. C'est le deuxième trophée remporté cette année par l'Ouragan Football Club de la RTG. Bon vent aux champions. C'était tout pour ce soir. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours ce même plaisir. Lipco innove, améliore ses produits. La génération de consommateurs avisés est une grande inspiration pour Lipco. Pour vous satisfaire, Lipco dispose d'une gamme riche et variée de produits correspondant à vos besoins et modes de vie. Lipco dispose dans sa galerie des meubles de bureau, des tables, des coffres-forts, des meubles de maison importés mais aussi fabriqués en Guinée. Tables à manger, des lits de toutes catégories, des appareils électroménagers, des frigidaires, des congélateurs, des écrans plats à 3 dimensions et d'autres types d'appareils. Des literies, des articles de décoration. Lipco a des matelas orthopédiques. Lipco est collé à l'archevêché de Kaloum. Infoline 664 18 18 04 620 63 23 13. Lipco livre et installe à domicile. À Lipco, vous satisfaire est notre préoccupation.